Elle s'appelle Saïna Manotte et la chanson est titrée Ta priorité. Bonne soirée avec le grand rendez-vous que l'on terminera avec un chanteur engagé, s'il en est, Éric Virgal. On accueille Olivier Ernest Jean-Marie Martinique, qui fasse nous une contribution initiale pour vivre une Martinique utile, responsable et désirable. La question est posée, les dés sont jetés par Olivier, mais rien n'est gagné. Olivier, bonsoir. Oui, bonsoir Pierre et bonsoir à toute la Martinique et puis bonsoir au reste du monde, hein, puisque le reste du monde nous écoute aussi. Et le reste du monde nous regarde aussi. Et notamment l'autre bas. Tout à fait. Actuellement, sur la 5, il y a Alain Cohen chez Babette et on parle du président avec cette question. Est-ce que Macron peut encore est-ce qu'on peut croire encore à sa parole ? Et j'aimerais commencer avec ça, c'est l'actualité, on l'a vu à 13h tout à l'heure, le président Macron qui a pris la parole, il s'écoutait parler, et puis les journalistes ont essayé de le lancer sur divers débats, et puis il a suivi son cap, comme il dit, je suis mon cap. Oui, et puis ça qui fait c'est la logique. Non, je pense que bon, d'ailleurs l'évolution de sa cote de popularité le montre bien. Il y a encore des voix pour lui. Hein. Oui, il y a encore des voix pour lui. Et puis, il a choisi de s'adresser donc à son électorat en s'adressant à 13h au journal de TF1 et de France 2. Donc, mais c'est clair que son message porte de moins en moins, parce que la confiance est de plus en plus faible et que son crédit c'est amenuisé. Et il voulait parler au monde rural à midi, c'est pour ça qu'il a choisi le 13h. Oui, aux retraités aussi. Aux retraités aussi, qui sont les moins hostiles, je dirais, à sa réforme actuelle. On va leur donner 100 € de plus, je crois, un truc comme ça. Bah, c'est très très incertain. Il y a eu beaucoup de, je dirais, de contre-vérités ou des. C'est Madame la Première ministre qui a encore dit ça hier ou avant-hier. Oui. Je ne fais que reporter ses propos. Mais bon, la confiance est en berne. Est-ce qu'on peut avoir confiance à des gens qui font de la politique ici en Martinique ? Oui, je pense. C'est pour revenir à ton ouvrage et pour revenir dans notre vraie discussion, ce qui t'anime. Oui, je pense qu'on peut encore avoir confiance en certains acteurs politiques. Et puis surtout, je pense qu'on peut avoir confiance en nous-mêmes, au-delà des acteurs politiques. Mais je pense qu'on peut avoir confiance en la société martiniquaise. En fait, c'est pas ce qu'on va devenir et qu'est-ce que va devenir la Martinique, c'est ce qu'on va en faire et c'est à nous de nous mettre au boulot. Exactement. C'est à nous de nous mettre à la tâche pour pouvoir y arriver et sortir ce pays la tête haute. Exactement. Et l'avenir n'est pas quelque chose qui est déjà écrit, qu'on doit découvrir, mais c'est quelque chose qu'on doit créer. C'est ma croyance, hein. C'est ce que moi je crois. Mais tu crois depuis longtemps. Ah oui, toujours. Tu as tout essayé. Oui. Tu t'es présenté aux élections, tu es militant, tu écris des essais, tu remets le monde en question, le monde martiniquais évidemment. Ça te lâche pas ou tu lâches pas tout ça? Non, ce sont des convictions qui sont fortement ancrées en moi. Et mon idée, elle ne manquera pas de foi, hein. On va pas faire l'orgueil. Mais je suis fondamentalement confiant en nos capacités, en tant que communauté, en tant que pays, en tant que nation, à pouvoir exprimer de façon plus claire et plus riche notre contribution au monde. Quand tu vois le nombre de gens qui font leur valise, qui préparent leur malle pour aller ailleurs, parce que peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. Ça se passe comment dans la tête d'Olivier Ernest Jean-Marie ? C'est d'abord de la compréhension, hein. D'abord de la compréhension par rapport aux difficultés que nous vivons aujourd'hui. Et je pense notamment donc aux jeunes. Mais on veut leur faire croire qu'ils vont pouvoir revenir, mais bien souvent installés là-bas, il est encore plus difficile de revenir. Et puis on s'y fait là-bas. Il y a des choses qu'il n'y a pas ici. Oui, mais même s'ils sont là-bas, ils sont encore, ils font partie de notre communauté. Oui, mais on les voit parce que ils ont peut-être la couleur ou ils ont peut-être une façon de parler différente des gens qui sont nés là-bas, les Français de France. Oui, et puis c'est pas seulement la France, hein. C'est aussi les États-Unis, c'est le Canada, c'est l'Australie.
c'est le reste du monde, si vous voulez. Et moi, je pense que notre gros défi, un de nos gros défis, est de pouvoir justement interconnecter toute cette diaspora-là, pour leur faire sentir que même s'ils ont choisi de vivre ailleurs, ils ont encore quelque chose à apporter. Donc l'idée, c'est de pouvoir leur créer un espace. Mais ils sont tous pleins de bonne volonté, hein, apparemment, à les écouter. Après, Oui, mais après, c'est quelque chose qu'il faut organiser, qu'il faut structurer, si vous voulez. C'est pas quelque chose qui spontanément se met en œuvre. Donc c'est quelque chose qu'il faut organiser pour pouvoir accueillir cette énergie-là. Et puis encore faut-il réussir ailleurs pour pouvoir revenir ici la tête haute aussi. Oui, mais même si on échoue ailleurs, on est le bienvenu ici. On a toujours quelque chose à apporter. Ouais, c'est vrai que les gens viennent avec leur misère et puis bien souvent ils arrivent à lever la tête et à s'en sortir en Martinique. C'est ce que Widad Amra disait dans le doc qu'on a vu à midi, juste après le journal de 13h, présenté par Fabrice Théodos, justement. Oui, on a une grande capacité, comme tout être humain, hein, comme toute communauté humaine, donc à dépasser le tragique, à dépasser les difficultés, et même à en faire un carburant, de l'énergie, justement, pour créer quelque chose de plus agréable, de plus beau, de plus doux. Toi, tu crois depuis toujours, depuis que tu es tout petit, en fait, dans ta famille, on parlait que de politique, on s'engueulait autour de la table le dimanche midi. Non, on s'engueulait pas. Ça durait jusqu'à 16h et c'était... c'est pas comme ça, il y avait pas cette ambiance-là dans la maison, on le dimanche, parlait politique, en famille. et puis surtout, il y avait beaucoup de journaux. Il y avait beaucoup de journaux qui arrivaient à la maison. Surtout le dimanche. Donc la presse, il y avait beaucoup, donc la presse française, mais aussi la presse martiniquaise. Donc le Naïf, Antilla, l'Écho des Antilles, quand il y a eu l'Écho des Antilles, bien sûr France Antilles, et puis des journaux plutôt de gauche, hein, très clairement, donc le Nouvel Observateur. Je ne crois pas. Oui, et puis l'événement du jeudi, le Canard enchaîné, bien sûr. Donc j'ai été baigné dans cette ambiance-là. 53 ans aujourd'hui, tu ne les fais pas. Merci. Mais tu as bien bougé, et attention parce que ça use les politiques. Il n'y a qu'à voir la tête du président de la République. En peu de temps, il a pris 10 ans. Oui. Comme Barack Obama aussi. Aussi, ouais. Tu dis, je m'intéresse à la vie politique depuis la campagne des élections présidentielles de 81. Tu l'avais déjà écrit ça, tu l'avais déjà raconté cette histoire. Tout à fait. Le 11 mai 81, pour des motivations que j'interroge encore, l'institutrice de ma classe de CM2 avait demandé aux élèves satisfaits de la victoire de François Mitterrand de se lever. Sur une trentaine d'élèves, nous étions 3 à nous mettre debout. Et alors cette image, elle t'a traumatisé. Oui, elle m'a traumatisé, et je tiens à le repréciser parce que pour moi, je pense qu'il faut avoir un devoir de transparence avec le lecteur pour expliquer d'où je parle. Et oui, cette image m'a marqué. Elle m'a pas traumatisé, elle m'a marqué. Et t'en parles encore. Oui, j'en parle encore. C'était il y a plus de 40 ans. Oui, c'était Madame Poncin. C'était Madame Poncin qui était donc mon institutrice. Et je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Hein, c'était une Française qui était venue et qui est repartie en France hexagonale. Et je ne sais pas si c'est parce qu'elle était favorable ou défavorable au résultat. Tu étais dans quel établissement? Il y a que ça à se poser. Et dans quel quartier tu as grandi? Moi, j'ai grandi à Chelcher, à Thierville. J'étais scolarisé à l'école de la Batelière. Il n'y avait pas encore toutes ces maisons, il y avait pas encore toutes ces cités à Chelcher. Non. Chelcher avait un autre visage. Et il faut se rappeler qu'en 1980... C'était quand même une certaine bourgeoisie qui habitait dans les hauteurs du... Parce qu'il fallait construire sa maison. Ah oui, il fallait acheter le terrain et là, c'était les propriétaires. Oui, mon père est médecin retraité, ma mère est prof d'histoire géo, donc j'ai grandi dans des conditions très, très favorables. Oui, mais comme tous les Chelcherois, à cette époque, dans les hauteurs... Bon, ça dépend parce que le Thierville historique, c'est un Thierville qui est populaire, qui est un Thierville agricole. Mais quand ça a commencé à se construire, c'était de belles maisons d'architectes. Oui, c'est la classe moyenne. La classe moyenne est venue s'installer donc à Thierville. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Oui, tout à fait. Merci. Et c'est de là que je viens. Ça ne m'étonne pas. Tu baignes là-dedans. Tu as tout à fait l'image. Et c'est de là que je parle. Avec, je dirais, ses biais et puis ses bienfaits aussi.
Et donc, et il faut se rappeler qu'en 1981, en Martinique, au deuxième tour, François Mitterrand est battu à plate couture. On vote Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing à 80%. Alors qu'il n'a pas bougé le petit doigt, il a même détourné la mairie de Fort-de-France, il n'est même pas venu saluer Aimé Césaire. Oui, mais alors je ne sais pas si c'est lui qui n'a pas voulu ou c'est Aimé Césaire qui n'a pas voulu. Moi je crois que c'est Giscard qui a fait un détour. Hein. Mais c'est clair que Aimé Césaire était dans l'opposition. Mais il était très populaire. Il était très populaire aussi. Césaire, oui. Giscard d'Estaing, ouais. ici en Martinique. Parmi les femmes aussi, notamment. Bien sûr, il était beau. Voilà. Un président en pull vert. Ouais. Il était jeune, il était beau, un peu comme le président Macron. C'est les mêmes commentaires d'ailleurs qu'on a vu lors de la première élection de Macron. Ouais. On va voter pour lui parce qu'il est jeune, il est beau. Et il va apporter quelque chose de nouveau. C'était le discours de 74. On l'a aussi entendu, tout à fait. Nous sommes d'accord. Oui, oui, tout à fait. Et donc, et puis je dirais que c'était donc ce 11 mai 1981, c'était mon premier engagement public, je dirais, où je prenais parti publiquement pour dire, bon voilà... Pourtant, tu n'avais pas le droit de vote. Mais non, je n'ai pas le droit de vote, mais clairement, bon, j'ai été clairement influencé par mes parents. Et par l'environnement dans lequel j'ai grandi. C'est pour ça que je suis revenu là-dessus. Mais bon, même devenu majeur, bon, je suis encore de ce côté très clairement, hein, si ça a encore un sens. Mais je suis encore du côté du partage, de la générosité, de l'égalité. Mais en même temps, il y a eu plein de déceptions. Bien sûr. Oui. Et puis Giscard avait réalisé des choses pas trop dégueulasses non plus. Non, même si on le montrait du doigt, même si on était pro-Mitterrand en 81, Giscard avait quand même laissé une empreinte. Oui, la loi qui a autorisé l'IVG, voilà, par exemple, a été portée par Simone Veil au cours du septennat. La majorité à 18 ans, il y a tout un tas de choses qui sont restées dans les institutions. Oui, tout à fait. Et alors qu'il s'est fait jeter comme un malpropre, tout ça c'est parce qu'il avait une espèce de posture qui dérangeait. Oui, et puis surtout, il ne faisait pas l'unanimité dans son camp. Hein. C'est-à-dire que les Chiraciens ne l'ont pas aidé non plus. Giscard Chirac a donné sa démission. Oui, voilà. C'est là que Barre est arrivé. Parce que Giscard tendait des pièges à Jacques Chirac. Et pendant un bel après-midi d'été, en France, on apprend la démission du Premier ministre. Oui, tout à fait. Ça fait scandale. C'est l'un des premiers scandales du règne de Giscard. D'ailleurs, on dit toujours règne de Giscard. Et Chirac a très clairement participé à l'élection de François Mitterrand contre Giscard d'Estaing. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, et on va arrêter avec la politique française, il faut se dire que Chirac grandit avec une vision de gauche et Mitterrand grandit, lui, avec une vision de droite. Et leurs chemins se croisent et ils vont chacun dans l'étiquette opposée à ce qu'ils pensent réellement. Chirac est beaucoup plus humain que Mitterrand. Il y a qu'à voir le bilan de Mitterrand et des choses qui ont été faites en off par rapport à ce qu'a laissé Jacques Chirac ensuite. Oui, ce qui caractérise Jacques Chirac, c'est une très grande chaleur humaine, une très grande proximité, une très grande capacité à converser avec... Il a dit non à la guerre, arrêtons ça, arrêtons les essais nucléaires. Et puis, mais après, la vie, ce sont des militants qui ont milité pendant de longues années. Et c'est vrai qu'ils ont eu des parcours qu'on peut juger un peu sinueux. Ouais, mais on voit ça ici en Martinique. Il y a des gens qui passent d'un camp d'une on a vu Michel Renard, qui était communiste, devenir le représentant justement du RPR ici en Martinique. On a vu aussi, c'était le cas du sénateur aussi Marianne, qui était PPM et qui est passé aussi au RPR. Et puis dans le sens inverse aussi. Il y a eu des mariages curieux lors des dernières élections aussi.
Alors, dans le sens inverse aussi, on a eu des gens comme Monsieur Mouriès, qui était donc secrétaire général du RPR, qui est devenu PPM, quoi. Mais tout ça, ça fait partie, je dirais, de l'ordre des choses, hein. Les hommes ont le droit de changer. Parce que le monde change, il y a que celui parce qu'il change. Il y a que l'imbécile qui ne change pas d'avis. Tout à fait. Donc les hommes et les femmes changent au cours de leur vie, ils évoluent, le monde aussi évolue. Donc moi je pense qu'il faut se garder de juger les trajectoires politiques des uns et des autres de ce seul point de vue. Et il faut accueillir ça, je pense, avec bienveillance. Mais tu es resté droit dans tes bottes, c'est toujours pour les mêmes que tu es présent, que tu te montres là, présent et prêt à partir en bataille. Parce que c'est pas un hasard si tu écris tous les 6 mois un essai sur la politique à la Martinique, Olivier. C'est pas tous les 6 mois, merci beaucoup. Et bon, le dernier essai que j'ai écrit s'appelle « Qui rôle-nous » donc a été publié en 2020. Donc on est en 2023. Oh, bien sûr, il y a eu le Covid. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ça t'a permis de réfléchir un peu plus. Il y a eu le Covid et puis il y a eu aussi des rencontres que j'ai faites et puis des expériences auxquelles j'ai participé, comme l'expérience de littératie des futurs initiée par le professeur Charles Nicolas et son association First Caraïbes. Là, il s'y est pris de bonheur, mais il veut absolument que dans une quinzaine d'années, la Martinique ait changé. Et il y croit dur comme fer, lui aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et on partage le même optimisme, le même espoir pour l'avenir. J'adore son discours, enfin sa façon d'être et de croire en ce qu'il dit et en ce qu'il fait, même si j'ai des doutes parfois. J'aime bien voir la façon dont il prend les choses en main. Oui. Et c'est vrai que tu le rejoins. Non seulement lui, mais aussi c'est l'ensemble de son équipe. Et puis il a une collaboratrice hors pair qui s'appelle Nelly Nomal, à qui je rends aussi un hommage vraiment très très respectueux. Et cette équipe de First Caraïbes m'a beaucoup inspiré pour l'écriture de Qui fausse nous. Et puis, il y a eu aussi l'expérience du Covid. Et puis, il y a aussi ma rencontre avec l'Appreciative Inquiry. Donc, c'est une approche dont on pourra parler tout à l'heure. Et puis aussi, j'ai eu l'occasion de co-animer avec mon équipe des réunions citoyennes dans le cadre du Congrès des élus. Ça, tu avais déjà fait des réunions citoyennes. C'était ton principe lorsque tu t'es présenté aux élections. Oui, tout à fait. Donc, mais là, c'était dans un cadre électoral. Et là, on l'a fait dans le cadre des travaux du Congrès de la Martinique, qui était piloté donc, par l'Assemblée de la Martinique et la CTM, au cours des mois d'octobre-novembre 2022. Donc tout ça, je dirais, a nourri ma réflexion et a donné Qui fausse nous. Alors tu le dis très bien, quand on parle des affaires politiques de la Martinique, on parle de cynisme, on parle de fatalisme, d'individualisme, de confusion, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas à qui il faut faire confiance, parce que ou ils sont trop éloignés, ou alors ils sont trop proches. Ça peut être des amis qui se présentent, donc on va voter pour les copains, même si on n'est pas toujours d'accord avec eux. Enfin, il y a un lien qui se crée, et tout ça c'est faussé. Et puis on a envie de dire plus fort que l'autre que ça va pas, qu'on est en colère. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on constate au niveau français, hexagonal, aux États-Unis, en Angleterre, un peu aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie. Ça arrive en Martinique et toujours avec du retard. C'est comme tout ce qui se fait en Martinique. Alors, je pense que là, on est plutôt en avance. On est plutôt en avance parce que la défiance, et si on s'en tient aux chiffres de la participation électorale, elle est beaucoup plus basse, historiquement et structurellement, elle est beaucoup plus basse que dans l'Hexagone. Ou que dans d'autres démocraties. Pour vous donner une idée, aux dernières élections législatives, là, en juin 2022, on a eu un taux de participation de 22%. Ça veut dire que sur 10 électeurs, un peu plus de 2 se sont déplacés au premier tour. C'est déjà bien par rapport à certaines élections.
Ben, c'est quand même assez dramatique. C'est quand même un plancher. On est en train de descendre parce que dans les années 2012 ou 2007, on était aux alentours de 36%. Et il y avait plus d'engagement à l'époque. Oui. Donc les Martiniquais baissent les bras. Ben, non, je ne pense pas qu'ils baissent les bras. Parce que c'est parce que tu écris, en fait, ils se détournent de la démocratie représentative et qui est devenue plus une démocratie délégative que représentative. C'est-à-dire qu'on donne une délégation aux élus pour exercer donc nos responsabilités, mais on ne peut pas dire qu'avec 22% des voix, on est vraiment représentatif. Voilà, on est vraiment représentatif donc de la population, mais ça ne veut pas dire que c'est légitime, c'est pas représentatif. Voilà, mais ça ne veut pas dire que la population n'a pas de ressources, que par ailleurs elle ne s'organise pas et qu'elle ne fait pas face. Mais c'est vrai qu'elle a de moins en moins confiance en les institutions politiques. En 2021, on était à 32% pour les élections territoriales. Alors que le taux de participation était de 60% en 1983. Donc on est sur une tendance... des élections où c'était vraiment... terrible, quoi, le score. Ah oui, ça c'est pour les européennes, mais ça c'est classique. Les européennes, c'est du 13-14%. Parce que l'Europe est très loin. Mais tout ça aussi, c'est à partir de ce moment où tout le monde avait été voté, et 6 mois étaient passés, on avait eu le contraire de ce qu'on avait voté. Il y avait une histoire comme ça. Oui, il y a eu, oui, tout à fait. Il y a eu, puisqu'il y avait eu un référendum donc sur la Constitution européenne. Le non l'avait emporté en 2005. Et on applique le oui. En 2007, Nicolas Sarkozy et les Européens étaient passés par la fenêtre lorsque la porte avait été fermée. Donc, ça, c'était un des premiers chocs politiques de ces décennies qui viennent de passer. Hein. Oui, c'est un événement, c'est un accident électoral, puis un accident sociétal aussi important, qui a alimenté la défiance donc des citoyens vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des élections, vis-à-vis des partis politiques aussi. Mais toi, tu dis qu'on peut s'en sortir ici au pays, parce qu'il y a des gens qui ont une démarche. Il y a les principes de cette démarche qui sont expliqués dans ce nouvel essai qui fausse nous. Oui. C'est pas simplement le travail de Charles Nicolas, c'est quelque chose que tu as fouillé, que tu as mis en page. Oui, c'est une prolongation de la démarche initiée donc par First Caraïbes, donc association avec laquelle nous collaborons. Et il s'agit en fait compte de pouvoir muscler l'organe qu'on laisse quelquefois à l'abandon, qui est l'imagination. L'imaginatif, ouais, c'est ça. Voilà, donc l'imagination, mais pas pour partir dans, je dirais, quelque chose de d'irréel, d'irénique, d'irréalisable, mais avec une démarche structurée, organisée. Gardons les pieds sur terre. Voilà, exactement. Mais en même temps, on va mobiliser nos émotions, on va mobiliser notre imagination et on va utiliser les forces que nous avons inventoriées, parce qu'on a des forces, mais quelquefois on n'en est pas conscient, à titre individuel ou même et encore plus à titre collectif. Et à partir donc de nos forces, on va imaginer donc ce qui est possible. Et on va mobiliser nos forces, conscientiser nos forces en faisant un exercice de mémoire, en se disant mais aujourd'hui, la Martinique est une communauté vivante. On existe, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la confusion dans laquelle on vit, et quel que soit le tragique qu'on peut vivre, nous sommes encore vivants en tant que communauté humaine et non humaine, puisque moi je pense que la Martinique, c'est pas seulement des hommes, c'est aussi c'est la biosphère en général. Donc c'est encore faut-il que l'homme y fasse attention. Hein. Il faut, puisqu'on sait que notre vitalité dépend de la vitalité de la biosphère. Aujourd'hui, c'est établi, c'est quelque chose d'établi, et c'est pour ça qu'il faut qu'on en prenne soin. Et ça veut dire donc tous les éléments naturels, donc du règne animal, végétal, minéral, tout ce qui concerne l'air et notre environnement.
Et donc, aujourd'hui, cette communauté-là a des forces et a des atouts qui lui ont été donnés ou qu'elle a acquises. Alors, les 3 premiers principes que tu décris, j'ai l'impression un peu que c'est la méthode Coué. Il y a le principe positif, le principe créatif et le principe d'anticipation. On va se dire que tout va bien, on va faire ça, et attention, il faut penser à demain, mais de toute façon, c'est bon, on est dans le cap. L'idée, c'est de dire que quand on se pose, donc il y a la notion donc d'enquête. Donc quand on dit qui fausse nous avec un point d'interrogation, donc on recherche déjà quelque chose de positif. Souvent aujourd'hui, dans notre manière de penser, de notre manière d'aborder les difficultés, on va faire des matrices force-faiblesse. Voilà, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quels sont les problèmes qu'on rencontre et puis quelles sont les solutions qu'on va apporter. Donc on fait 2 tableaux, quoi, le pour et le contre. Voilà, exactement. Et l'idée là, c'est justement de prendre un peu le contre-pied parce que quand on est dans cette logique de force et faiblesse, on recherche nos handicaps, on recherche nos retards de développement. On va gratter là où ça fait mal. Voilà. Et c'est donc peut-être pas la bonne solution. Et on reste notre énergie risque souvent d'être captée par justement ces problèmes, par ces retards de développement-là. Et on va s'attaquer à ces problèmes-là, mais sans avoir une vue transversale. Et ce que nous, on propose avec Qui fausse nous, c'est d'avoir une vue transversale et d'affecter notre énergie, notre attention plutôt aux résultats qu'on souhaite obtenir, plutôt qu'aux problèmes qu'on souhaite résoudre. C'est-à-dire que la Martinique et les collectifs, donc les associations, les familles, les entreprises, ne sont pas des sommes de problèmes qu'il faut résoudre. Non, c'est déjà... Ce sont au contraire des forces potentielles libres, à mobiliser, à mettre en marche pour construire quelque chose, pour construire des projets et pour construire du progrès. C'est ça. Et donc l'idée, c'est de se dire, donc le principe positif, c'est de dire, voilà, on va poser des questions positives, pour dire quelles sont nos forces dans toutes les épreuves là qu'on a traversées, nous, aujourd'hui, et puis les générations passées. Quelles valeurs on a mis en avant? Quelles réponses on a mis en avant pour qu'aujourd'hui on soit encore vivant et qu'on soit encore plein d'énergie, d'espoir et d'enthousiasme? C'est la méthode allons fouiller hier pour savoir ce que nous sommes aujourd'hui et savoir ce qu'on va pouvoir faire demain. Voilà, et à partir des forces justement qu'on aura inventoriées à titre individuel et collectif, on va s'autoriser à dessiner justement une Martinique utile, responsable et désirable. Et à partir de ce moment-là, on va mobiliser des émotions qui seront plutôt positives, parce que les émotions ne sont pas que négatives. Parce que souvent aujourd'hui, j'entends des discours qui hiérarchisent les émotions et la raison. Donc la raison est au-dessus des émotions. Mais je crois que les gens, et tu le disais tout à l'heure, ont baissé les bras un petit peu. Oui. Donc c'est parce que ils savent plus quel chemin prendre et ils en baissent les bras et donc ils ne croient plus vraiment, quoi. Alors justement, donc tu amènes des solutions dans ton ouvrage et tu dis nous, donc Qui fausse nous, on n'est pas en train de faire l'apologie d'un nouveau parti, Olivier Ernest. Pas du tout, non, je parle de la Martinique. C'est pas une émission politique, on ne me reproche pas d'avoir un... Alors là, pas du tout, non. Alors, le titre, c'est Martinique Qui fausse nous. Et en même temps, je dirais que cet essai est un essai politique. Oui, c'est un essai politique. Mais un essai qui est apartisan. Parce que souvent aussi, on dit « Ah ouais, moi, on n'a pas qu'à faire politique. » Alors que... on fait tous de la politique. Mais bien sûr, on fait de la politique avec notre carte bleue, avec... Encore faut-il en avoir une. Oui, ou avec notre compte bancaire, ou avec l'argent qu'on dépense, si on en a. Et donc, il faut distinguer, selon moi, le fait politique du fait partisan. Donc là, on ne parle pas d'élection, on ne parle pas de parti politique, on ne parle pas de candidature à des élections. Et personnellement, c'est un chemin auquel moi, j'ai renoncé. Parce que, selon mon cheminement personnel, et ça ne regarde que moi, et ce n'est pas un jugement de valeur,
c'est pas mon terrain de jeu, les élections. J'ai compris ça. C'est pas mon terrain de jeu. C'est pas là où je pense que je peux être le plus utile. T'as bien aimé, c'était drôle. Enrichissant. Bien sûr que c'était enrichissant. Ouais. Non, c'est extrêmement enrichissant. Ouais, complètement. C'est très très apprenant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la place que j'ai choisi d'occuper. T'étais motivé en tous les cas. Oui, comme toujours. Tu t'intéresses aux jeunes, j'ai l'impression, avec ces quelques mots, l'engagement passé et actuel, visible et invisible des humains, des éducateurs sportifs, culturels, sociaux, des enseignants, des élus, des militants, des syndicalistes, des fonctionnaires, des salariés, des chefs d'entreprise, des pêcheurs, des agriculteurs, des retraités, des chômeurs, des pères et mères de famille, des artistes, des sportifs, des étudiants, des journalistes, des élèves, l'ensemble des richesses vivantes et naturelles de nos territoires aériens, terrestres et maritimes, de nos ressources culturelles et spirituelles. Tu as cité plein de gens, mais qui ont déjà grandi, qui sont déjà en train de vivre cette crise. On a l'impression que ce sont ces gens-là qui vont transmettre à la jeunesse. Oui, et ce que je veux dire, c'est que la Martinique d'aujourd'hui est le résultat de l'engagement de plusieurs générations et d'une multitude de personnes, quoi. C'est pas une personne ou un groupe de personnes. Ah non, mais là, il y a la totalité de... Voilà, et c'est le principe de complétude, c'est-à-dire que globalement, et de totalité, c'est-à-dire que si on veut changer, il faut impliquer la totalité des composantes de la société. Et il ne faut plus croire, selon moi, qu'une personne, deux personnes, petit groupe de personnes va tout seul métamorphoser la Martinique. C'est une œuvre collective. C'est une œuvre collective. Et puis pour revenir au principe que tu as cité, donc le principe d'anticipation, c'est un principe selon lequel si on arrive à se former une idée du futur qu'on désire, eh ben, ça va changer notre comportement au présent. Et ça veut dire que... C'est ce qu'on va faire, nous, c'est l'action qu'on va mener au quotidien qui va faire que la Martinique va évoluer d'une autre façon et que ça va pas rester en stand-by, quoi. Voilà, mais l'idée, c'est qu'on puisse justement nous exercer, parce qu'on n'exerce pas cette faculté-là, ce qu'on appelle donc la littératie des futurs, notre capacité à imaginer demain, à nous autoriser à imaginer demain, à imaginer, à rêver, à imaginer la Martinique de demain et conditionner donc nos comportements actuels à l'image qu'on projette. Et ça, c'est déjà un acteur du changement. Vous voyez? Et donc ensuite, la question donc de la... Bon, on a vu la question du principe créatif, du principe poétique. C'est dire que la réalité est quelque chose qu'on peut aussi créer. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. Il y a beaucoup de facteurs qui sont hors de notre volonté. Mais tout ce qu'on peut imaginer, on peut le rendre vivant, on peut le rendre réel. Voilà. Mais il y a des choses qu'on peut changer, qu'on peut créer. Et surtout, ce à quoi on affecte notre attention va grandir. C'est-à-dire que si on affecte notre attention plutôt à des propos, des pensées plutôt malveillantes, ben on va nourrir un cycle plutôt négatif. Oui, mais ça, c'est valable pour toutes les choses de la vie. Oui, mais ça peut paraître banal. Pour la maladie, c'est valable pour... Ben voilà. Il faut cultiver dans le bon sens, quoi. Il ne faut pas aller dans un mauvais chemin pour faire avancer les choses. Oui, mais force est de constater que culturellement, et quand je dis culturellement, c'est pas seulement la Martinique, hein, on a aujourd'hui tendance à ressasser et à mettre beaucoup d'attention sur le négatif. Et puis c'est toujours de la faute des autres. Oui, tout à fait. Sur ce qui ne va pas, et certains de nos médias ne nous y aident pas non plus, quoi, ne nous aident pas à sortir de cette spirale négative là. Ouais, mais c'est peut-être voulu quelque part. Hein. Je sais pas. Je disais tout à l'heure que Kifosno était inspiré par deux personnages.
Bon, il y a le docteur Charles Nicolas, mais également Aimé Césaire, Raphaël Confiant, tu les cites. Oui. Et puis il y a une chanson également de Nicole Bernard et Roland Brival. Elle vient de partir, là, on va la mettre un peu plus fort, on va écouter de Brie. Merci beaucoup, oui. Cette chanson-là est formidable. Donc c'est Pepla. Et je l'ai redécouverte. Je l'ai découverte, je la connaissais, mais je l'ai vraiment découverte donc de façon fortuite, en faisant ma marche du matin. Tu te balades avec un baladeur. Voilà, exactement. Et je trouve que cette chanson-là est lumineuse. Donc c'est Pepla. Chanson engagée, de toute façon, Roland Brival n'écrit pas pour passer le temps, lui non plus. Non, tout à fait. Et elle est vraiment, elle est brillante, elle est poétique, elle est chargée de sens, elle est belle, il y a une qualité esthétique. Bah, il y a les musiciens de Malavoie, ça peut pas être dégueulasse. Et j'invite tous les auditeurs, toutes les auditrices à réécouter Pepla de Malavoie. À la lumière d'une logique participative. Parce que ce que disent donc, les musiciens de Malavoie, Roland Brival et Nicole Bernard, c'est dire, bon ben, le peuple a la réponse. Ben, c'est exactement ce que tu écris. Si tu cherches le sens de la vie, le peuple, nous, le peuple, sommes compétents, demande au peuple. Si tu cherches la signification de l'amour, nous, le peuple, illuminons la vie, demande au peuple. Si tu cherches le bon outil, nous, le peuple, nous maîtrisons. Demande au peuple. Si tu cherches le courage, nous, le peuple, nous le mobilisons constamment dans nos luttes quotidiennes. Demande au peuple, de toute façon, il aura la réponse. C'est Singer Brival, c'est une traduction française qui est proposée dans ce livre. Oui, c'est moi qui propose cette traduction-là, mais quand on dit si vous voulez savoir ça qui la vie, nous kamené, mandez peuple là. Si tu veux savoir ce que c'est que vraiment la vie, va voir les gens du peuple, va voir les Martiniquais, va voir les Guadeloupéens, et ils vont te raconter ce que c'est que la vraie vie. Exactement. Et si vous voulez savoir ça qui l'en c'est peut-être ces gens qui vivent dans un monde à part et qui sont les décideurs, qui ont peut-être besoin de demander au peuple, non ? Oui, et nous, ce que nous proposons donc dans cet ouvrage-là, c'est une méthode. C'est une méthode structurée, précise, organisée, parce que souvent, on organise des réunions donc de proximité ou des réunions de démocratie participative avec un processus qui est un peu pauvre, et qui consiste à dire aux gens, bon, de quoi avez-vous besoin ? Quels sont les problèmes que vous avez ? Et là, ce que je propose dans ce livre-là, c'est d'aller plus loin. Il faudrait voir dans le général. C'est pas de personne à personne. Là, il faudrait regarder tout ce qui ne va pas, tout englober, les problèmes des uns, les problèmes des autres, et voir d'où ça vient. Et même ne pas aborder la relation avec le peuple sous l'angle des problèmes. Alors, et je distingue bien les urgences sociales, les urgences vitales que les maires... C'est ce qu'on reproche beaucoup aux politiques. Les conseillers... D'être ici et maintenant, et de ne pas penser avec... à l'avenir. Alors, il faut continuer à le faire. Ils le font, je pense qu'ils le font bien, ils le font sincèrement. Donc, ils gèrent l'urgence sociale. Et ce que, dans ce livre-là, je propose, je dis, d'accord, donc il faut continuer à faire ça, mais allons aussi explorer la voie de l'avenir et allons voir qu'est-ce qu'on peut construire ensemble avec la population, donc répondre aux besoins urgents de la population. Ça concerne donc les revenus, ça concerne les routes, ça concerne l'électricité, ça concerne les urgences vitales. Ça concerne vitales. Le quotidien. Ça concerne l'hôpital, les soins, les écoles. Bon, tout ça, c'est super important. C'est dans les projets du président de la République. Si on veut poursuivre cette conversation, Olivier, Ernest, Jean-Marie, oui. On se voit samedi matin, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc samedi matin, je serai donc en dédicace à Cultura, à Périnon, de 9 à 12 heures pour pouvoir échanger avec les lecteurs, parce que pour moi aussi, l'écriture est un prétexte pour rencontrer mes semblables.
Yes, rendez-vous samedi matin. Olivier Ernest, Jean-Marie, je rappelle le titre de ce nouvel essai, Martinique qui fausse nous. Il y a des réponses, Tout n'est pas là encore. Bien sûr. C'est un travail. C'est une contribution parmi d'autres. Exactement, c'est un travail qui a bien commencé. Merci beaucoup. Pierre Lafarge sur la première.